Je suis adepte d'une approche de la vie consistant à dire que rien n'est jamais parfait, donc tout est toujours critiquable, ou si vous voulez, rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir, il y a des nuances de gris, même si sur certains points évidemment on est plus proche du noir, difficile de dire voilà la guerre en Ukraine, tant et tant de morts, des gens qui souffrent dans le noir, etc. Il y a du bon. Quoique, en grattant un peu, peut-être que ces événements vont nous amener à réfléchir à notre dépendance en matière de combustibles fossiles, dépendance à l'égard d'un État qui a décidé d'en envahir un autre et de déclencher une guerre au sein de l'Europe, et que peut-être ça va accélérer notre transition énergétique. Et donc là encore, peut-être que ce n'est pas 100% ou 1000% noir-noir. C'est peut-être du soulage. Dans ce noir, il y a des reflets de blanc, peut-être. Pourquoi je disais ça? Parce que cette deuxième partie, je pourrais l'introduire absolument de deux façons et on va s'amuser. La première façon, c'est de dire « Waouh, super, presque 6000 vues. Si on m'avait dit ça la semaine dernière quand j'ai mis en ligne cette vidéo quand même un peu difficile, pas très très simple, pas très rigolote, pas 3 trucs pour réussir ses rutabagas. De toute façon, 3 trucs pour réussir ses rutabagas, il faut être con. Les rutabagas, ça pousse comme une mauvaise herbe. Ou des topinambours. Donc je peux vous faire 3 trucs pour réussir vos topinambours. Ne faites rien, récoltez, mangez si vous aimez. Et sinon, laissez-les ratopier. Voilà, c'est fait. 3 trucs pour réussir les topinambours. Donc, à côté de ça, la première partie de cette vidéo est tout de même très très étonnante. Et si on m'avait dit que presque 6000 personnes au jour d'aujourd'hui, donc une semaine après, auraient regardé cette vidéo difficile, ben, qu'est-ce que j'aurais fait? La phrase est dans la vidéo précédente, je l'aurais traité de gros con. Je dis, mais t'es complètement fada, personne ne va regarder ce truc, tout en ayant le secret espoir de ne pas avoir travaillé pour rien. Et donc, en général, je me considère comme récompensé, gratifié, lorsque 1000 personnes se sont intéressées à une vidéo ou ont acheté un de mes livres, etc. Donc, de ce point de vue-là, je suis ravi. Et là, le dernier commentaire que je lis en live à l'instant, on attend la suite avec impatience. Oui, il va falloir que je bosse un peu. J'ai terminé un article là qui va paraître dans une revue de jardinage célèbre début 2023, donc je sors à peine de ça. Je travaille sur la traduction d'un manuscrit, pression au niveau de l'éditeur. Je viens d'arrêter là il y a une demi-heure. Et la personne rajoute fort justement, mais je ne peux pas l'écouter. Ménagez-vous et revenez-nous vite. Ben, si je me ménage, je vais faire une sieste, je vais lire un bon livre, j'ai quelques bouquins ici qui traînent que je n'ai pas le temps de lire, etc. Donc, c'est absolument réjouissant, côté blanc des choses, et c'est avec un grand plaisir que je me remets à ce boulot chiant. Je vais cliquer, me déplacer, machin, regarder les vidéos dont je ne me souviens plus ce qu'il y a dedans, etc. Des heures de travail, puisqu'en gros, je vais préparer 2 heures de vidéo. Considérez donc que d'abord, je vais regarder les 2 heures. Après, je vais monter 2 heures et les rattacher. Je vais rajouter les lapsus, les commentaires, etc. Donc, je suis parti pour 12-15 heures de travail, hein, donc 2-3 jours. Ménagez-vous, donc si je me ménage, ben, vous ne verrez jamais la deuxième partie, et donc on va s'y mettre avec la bonne humeur de ce compteur qui s'affiche. Côté blanc. Allez, on va faire le côté noir. Je vais vous le faire autrement.
Je regarde sur la page d'ouverture de YouTube. Et là, évidemment, consternation quand je vois que avec telle ou telle bêtise, 100 000 vues, 150 000 vues, 200 000 vues, 2 millions de vues, etc. Bon, des millions de vues, là, c'est un groupe de rock, etc., etc. Et donc, c'est tout à fait désespérant que de n'arriver à avoir que 6 000 vues sur quelque chose dont vous êtes un certain nombre à dire que c'est intéressant. Soyons clairs, 6 000 personnes qui ont cliqué, hein, donc ils n'ont pas regardé tout. Certains ont regardé tout, puisque j'ai des commentaires sur des choses qui sont à la fin de la vidéo. Donc là, je sais, mais je sais aussi qu'à des clics, et la durée moyenne, je n'ai pas regardé sur mon analytique, mais peut-être 20 ou 30 minutes au mieux. Donc oui, c'est extrêmement décourageant et il faut une énergie interne pour se dire mais si je vais continuer ces 5000 là, donc 5000 en gros si on part du principe qu'il y a 5 millions de personnes en France qui ont un jardin on va dire sérieux quoi, hein, pas le petit jardin ornemental autour du pavillon, un potager puisque je m'intéresse qu'au potager, on va dire 5 millions pour que le chiffre soit rond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jardinier ayant un potager sur 1000 a regardé une partie de cette vidéo. Et là, comprenez bien qu'il faille une bonne dose d'auto-persuasion ou comment est-ce qu'on dit quand on est fada? J'allais dire fadaise, mais non. Fadaïsme. Ouais, elle va inventer fadaïsme, vous voyez ce que je veux dire. Il faut une bonne dose de fadaïsme, il faut être complètement timbré, quoi, hein, pour à 6 heures du soir se mettre devant ses ordinateurs pour commencer cette corvée. Voilà, prenez le tout blanc, prenez le tout noir, prenez-le comme vous voulez. Pour moi, les deux sont vrais, sont également vrais. Alors par chance, vous avez de la chance, j'ai une bonne dose de fadaïsme et 1000 personnes m'intéressent. Dialoguer avec des choses difficiles, avec 1000 personnes, est une grande satisfaction. Donc j'arrête de baratiner et je m'y mets tout de suite. Allez, c'est parti. Alors ça va démarrer un peu brutalement. Je vais donc rapidement rappeler où est-ce qu'on en était. On avait vu que à l'origine de l'essentiel 99,9% de la vie telle que nous la connaissons est liée à la photosynthèse, donc à la production de biomasse par un mécanisme que maîtrisent les autotrophes, très simple. Qu'ensuite s'installent des chaînes trophiques, c'est-à-dire que arrivent des mangeurs de cette biomasse qui eux-mêmes sont de la biomasse, qui eux-mêmes se font manger, et ceux qui mangent se font manger, etc. Il faut donc voir le potager comme un tricotage d'un ensemble considérable de chaînes trophiques qui s'entrecroisent. On avait vu que on s'était posé la question plutôt, est-ce qu'il est possible de produire beaucoup? J'avais à travers quelques photos essayé de montrer qu'on peut assez aisément y arriver. Avant de nous pencher un peu sur les mécanismes du vivant, et avant de regarder dans l'histoire géologique de la Terre qu'il y avait le Carbonifère, tellement de biomasse que la vie a failli s'arrêter à l'époque,
Et par conséquent, la question n'est pas est-ce que le vivant, sans l'homme, hein, puisque au Carbonifère, on est là à 300 millions d'années avant l'apparition de l'homme sur Terre, sans l'homme, le vivant, bien évidemment, est capable de produire des quantités considérables de biomasse, sans doute plus que si l'homme s'en mêle. Mais, avais-je dit, dans mon milieu, dans mes conditions naturelles, les équilibres naturels conduisent le système à installer une forêt. Et que n'étant pas un xylophage, n'étant pas un mangeur de bois, cela ne m'intéressait pas beaucoup, ce qui m'amenait à considérer qu'il était normal d'anthropiser, hein, c'est-à-dire de mettre la patte humaine, ce qui ne veut pas dire être destructif. Seul l'humain con est destructif. Donc mettre une patte humaine, ce que j'ai appelé anthropisation, pour que poussent les légumes que nous aimons. J'utilisais l'exemple du céleri. On avait effleuré la problématique tout à fait particulière liée à l'eau. L'eau est intimement liée à la vie. La vie telle que nous la connaissons n'existe que par rapport à la présence d'eau. Et le corps humain est un sac à eau. Et c'est pour ça que sans boire, au bout de 3-4 jours, on est mort. Alors qu'on peut rester très très longtemps sans manger. Enfin, très très longtemps, trentaine de jours. Et donc j'en étais arrivé, et c'est là que j'ai coupé, à faire valoir le fait que le potager du paresseux n'est rien d'autre qu'un compromis. Ce n'est absolument pas un extrémisme. Ce n'est absolument pas quelque chose d'unique, d'extraordinaire, de magique ou de quoi que ce soit. C'est un minable compromis entre, d'un côté, la compréhension des mécanismes du vivant, en essayant de les contrarier, de les abîmer le moins possible, tout en anthropisant pour avoir des légumes et non pas une forêt. Voilà où j'en étais. Et donc se poser la question, comment est-ce que j'y arrive sans trop d'efforts, puisque donc au départ, mon infarctus m'a d'emblée mis une limite, ne pas travailler durement, et avec l'âge, donc depuis lors se sont écoulées une quinzaine d'années, ça ne va pas en s'améliorant. Je suis aujourd'hui essoufflé au moindre effort au bout de cette tirade déjà. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs-là, à travers quels mécanismes que j'ai appelés des clés au sens d'outils, comment est-ce que je peux bricoler ce potager, avec quoi. La première partie, pour ceux qui connaissent mes vidéos et connaissent d'autres conférences en ligne, est tout à fait classique, hein. Vous mettez la vitesse 36 ou celle que vous voulez, parce que je n'apporte pas grand-chose de neuf. Au contraire, je commençais à être pris par le temps et je vais très très vite. Par contre, la deuxième partie, notamment sur le fait que le potager du paresseux n'est pas quelque chose de miraculeux, qu'il y a du parasitisme, etc. J'ai un tout petit peu, pour les étudiants de la fac des sciences, un peu mieux formalisé ce qui est plus ou moins brouillon dans mes vidéos ou dans mes conférences précédentes. Et donc là, je pense que vous pouvez ralentir un peu, mettre une vitesse 2 pour apprécier cet aspect. Et là, je vais rajouter un certain nombre de commentaires parce que tout simplement, j'étais déjà dans l'amphi pris par le temps. Voilà donc où on était, et ça continue donc directement avec ces clés. Alors concrètement, comment est-ce que j'y arrive ? La première clé, elle est très simple, elle est même connue, mais vous voyez sa logique dans ce que j'ai dit tout à l'heure, la lumière comme carburant du vivant. Si je ne veux pas que vous rentriez chez vous ce soir, je vous siphonne le réservoir de votre voiture. Et vous êtes enquiquiné, enfin bon, vous êtes en ville, vous avez des transports en commun, je raisonne comme si vous étiez à la campagne. Et vous êtes embêté. Donc,
pour contrôler les adventices, en tout cas celles qui m'embêtent, au moment où elles m'embêtent, il suffit de leur siphonner, leur couper la lumière, et leur organisme fait tout à fait naturellement teuf, 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 et s'arrête. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des emmerdeuses, celles qui, d'une année sur l'autre, par des réserves, etc., arrivent à s'en tirer, mais disons, 90% des problèmes sont résolus. Cette épaisse couche couverture sur mon sol résout 2 problèmes en lien avec les changements climatiques, amortissent le choc des pluies et donc ralentissent considérablement la dégradation de la structure d'un sol qui est une pluie violente. À l'échelle des agrégats du sol et des organismes du sol, imaginez qu'une pluie orageuse, c'est un bombardement d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez l'imaginer si vous êtes curieux, vous regardez, si vous avez un mur par exemple, ou si vous avez un poteau, un sol nu, et vous regardez, les particules de terre sont projetées jusqu'à 30-40 cm de haut. Donc vous imaginez qu'on casse tout, on fracasse, etc. Sous la couverture d'un sol, ce problème-là est évacué. Sécheresse, agression par le vent et le soleil, évaporation de l'eau, tout ça est lié au fait que la Terre nue est exposée aux agressions du climat et que le climat est donc extrêmement agressif. Couvrir, et c'est fini, on a réduit une bonne partie des problèmes d'évaporation d'eau, de la si précieuse eau désormais. Le plus difficile à admettre, et il vaut mieux l'observer, c'est que sous un couvert, à condition qu'il soit suffisamment nourrissant, un sol s'aggrade de lui-même ou tout seul est évidemment extrêmement malhonnête avec les organismes du sol qui travaillent dans le sol. Ça veut dire sans que le jardinier s'en mêle, parce qu'il y en a d'autres qui bossent à sa place. Et ce phénomène s'appelle donc aggradation des sols. Pour arriver à ça, j'ai fini par comprendre, parce que ça aussi, ça n'a pas été immédiatement le cas, qu'il fallait utiliser des matières organiques que j'appelle fraîches. Fraîches non pas au sens de l'eau qui est fraîche ou de la bière ou du pastis, chez vous ici dans le Midi, mais fraîches au sens de non déjà décomposées. L'hypothèse, et vous commencez à la deviner, j'espère, j'imagine, est que le travail que le jardinier ne fait plus, ce sont des organismes du sol qui vont le faire, et ces organismes du sol vont le faire à la condition expresse qu'ils aient à manger. Et qu'ils aient à manger quelque chose qui est nutritif, nourrissant, riche en énergie. À cette condition-là, ainsi mieux nourris, ces organismes vont travailler plus et ils vont faire davantage de travail que le jardinier ne veut plus faire. Le jardinier paresseux. Oh, le con, et j'ai envie de dire, en regardant et en montant ce passage, dans la vidéo précédente, je fustigeais les anthropomorphismes et là, j'en fais un magnifique. Bien évidemment, ces organismes vivants du sol ne travaillent pas. Ils vivent. Ils vivent et ils vaquent à leur occupation, ils chamboulent, ils mangent, ils produisent des glues, ils turbinent, ils mêlent, ils fracassent, ils détruisent des biomasses pour y trouver l'énergie, ils les digèrent, etc. Ils ne font que vivre et en vivant intensément puisque bien nourri, donc c'est Ibiza tout le temps, là ça danse, ça chante, ça turbule. En faisant cela, ils font ce que l'homme appelle travail. Et donc, c'est un raccourci considérable là que de dire qu'ils travaillent. Ils bouffent, ils vivent, ils copulent, ils se reproduisent, ils meurent, ils se bouffent les uns les autres, ils se chamaillent. Voilà ce qu'ils font. Et
Voilà comment ils font ce que l'homme est obligé de faire quand il ne les nourrit pas, quand il leur apporte un maigre compost, quand il maintient le sol nu. Là, oui, pour l'homme, c'est un travail. En faisant cela, ils entretiennent ce qu'on peut appeler au sens large la fertilité. Donc fertilité au sens large, c'est quoi? C'est aptitude à produire. Donc fertilité, c'est autant la question des éléments nutritifs, éléments minéraux du sol, c'est autant la question de la structure du sol, aération du sol, circulation de l'eau et de l'air, c'est autant la rétention de l'humidité, c'est le pH, c'est plein de choses qui font que on va dire qu'un sol est fertile au sens où si on y met des végétaux, il va produire beaucoup. Cette fertilité, on a tendance à penser que c'est quelque chose que l'homme crée sur un socle inerte. On peut le faire. C'est l'hydroponie, c'est les tomates dans des serres cultivées sur une brique de laine de verre, avec des tuyaux qui arrivent, un ordinateur qui programme la quantité de phosphore, de potassium, de magnésium, etc. Donc on sait le faire. Ce n'est pas le sens du vivant. Et donc, le potager du paresseux a été une réflexion consistant à dire ce sol, il est construit comme un écosystème vivant. Et très exactement, la partie agricole, celle dans laquelle vont s'épanouir mes légumes, c'est le résultat de centaines d'années, voire de milliers d'années, de construction de ce sol à partir des minéraux qui sont en dessous, dissolution de ces couches, migration vers le haut, vers le bas, au hasard de l'eau, des sécheresses, etc., de ces minéraux, et de l'injection par le haut, par les plantes essentiellement, de biomasse nutritive qui nourrissent les organismes qui vont conquérir petit à petit ce sol. Ça, c'est de la pédologie, toute bête. Et donc, je reviens à mes matières organiques. Ma couverture, si je les apporte fraîches sur place, c'est-à-dire sur la surface du sol, automatiquement, la construction du sol qui avait commencé à ralentir parce qu'on a massacré ce sol, on a tué les organismes, on a stérilisé, etc., dès lors que j'apporte de la bonne nourriture par le haut, ça va se remettre à fonctionner, à reconstruire de la fertilité. On repart dans le cycle millénaire qui a construit les sols fertiles que nous avions un peu partout en France. Que tout cela est pas clair, voire limite con, voire un peu angélique, etc. Donc là, je suis obligé de me corriger sérieusement si je ne veux pas faire du prêchi-prêcha moyenâgeux comme on le rencontre beaucoup trop souvent sur Internet. Les fêtes. Là, j'étais parti un peu dans une tirade émotionnelle. Les fêtes, ils sont très simples. Oui, le fait de nourrir un sol par le dessus permet de réactiver les mécanismes ancestraux millénaires, comme je dis, qui ont construit la fertilité naturelle des sols. Le mot fertilité étant ambigu, on joue là en permanence avec le feu. Les fêtes toujours. Je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que par ce mécanisme d'arrêter l'agriculture intensive chimique et de faire une forme d'agroécologie obscure, on arrive naturellement, facilement à des rendements records. Les fêtes. Pendant tout le Moyen-Âge, la ferme France ne dépendait en rien de l'énergie
des énergies fossiles, ne dépendait en rien des machines, ne dépendait en rien de l'agrobusiness, c'est vrai. Mais il faut être conscient qu'à l'époque, la ferme France, je parle là du Moyen-Âge, 15e, 16e, 17e, pour prendre un indicateur assez bien identifié, parce que déjà à l'époque les riches commençaient à taxer et ainsi de suite, et que par conséquent il y a quelques traces dans l'histoire rurale de quelques chiffres. Donc le rendement des céréales durant cette période moyenâgeuse était de 5, 6 quintaux par hectare. Je parle là de la France, je parle là, l'Angleterre est bien documentée. Voilà. Alors je ne sais pas si vous savez les rendements de cette putain d'agriculture intensive tant décriée, je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont de l'ordre de moyenne nationale française de 70 quintaux. Le top de la productivité, donc les agriculteurs les plus productivistes dans les meilleures régions, les bonnes années, franchissent le cap des 100 quintaux. 6, 70 ou 100, prenez le repère que vous voulez. Et vous voyez bien que là, dans mon lyrisme, j'étais en train de déraper grave quand je pouvais laisser sous-entendre que par ces mécanismes naturels, tout à coup, il y avait une fertilité extraordinaire. Alors on va poursuivre un tout petit peu l'histoire agraire française. Vers 1800, milieu du 19e, donc 1850, se généralise en France, venu d'Angleterre. Les vieux qui ont des cheveux gris comme moi peuvent s'amuser et vérifier. Ils connaissent peut-être un groupe de rock qui s'appelle Jethro Tull. Et ils seraient surpris, comme je l'ai été il y a quelques années, quand j'ai découvert que ce Jethro Tull était un notable anglais qui était en gros le père de la première révolution agricole. Celle arrivée chez nous donc vers les années 1800, généralisée vers les années 1850, qui consiste en quoi? Qui consiste en une chose extrêmement subtile, une amélioration des rotations, c'est-à-dire des successions de cultures, ce qu'on appelle aussi assolement, sur une ferme. Jusque-là, on faisait des assolements biennaux, sur 2 ans. On faisait une culture épuisant le sol, type blé ou épeautre à l'époque, une culture qui était donc une culture pauvre de type orge, avoine, seigle, et puis on laissait la terre se reposer. Notez en passant la vitesse à laquelle évoluent nos idées. Je parle là d'avant 1800, et aujourd'hui encore, au moins la moitié des jardiniers justifieront le repos hivernal, le fait de ne pas cultiver en hiver, par le fait de laisser la terre se reposer. 250 ans après, ils en sont encore à une approche moyenâgeuse de la fertilité. Je poursuis. Donc cet assolement biennal avec une période de repos de la terre où la fertilité naturelle faible se reconstitue par les mécanismes biologiques qui sont ceux que je commence à avoir expliqués. La première évolution consiste à remplacer ces surfaces perdues et donc ces années perdues dans les rotations par une culture fourragère de légumineuses fourragères
trèfle, luzerne, qui sont des plantes légumineuses capables de fixer l'azote de l'air et d'enrichir le sol. À partir de ces légumineuses fourragères où les paysans ont pu garder davantage d'animaux, animaux qui d'une part produisaient des protéines, du lait. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, les gens ne souffraient pas d'allergie au lait et je ne sais pas pourquoi les gens n'étaient pas encore obsédés par le véganisme. Ils avaient bien compris que si une année donnée, ils pouvaient à la fois restaurer les sols par des plantes fourragères qui enrichissent le sol et de temps en temps zigouiller un lapin, un veau, une vache, une génisse, leur état s'améliorait, leur état nutritif, je parle là. Et donc, l'abandon de ces années de jachère, donc de non-culture du sol, et l'introduction des cultures fourragères a permis un bond assez significatif dans la fertilité des sols. Et donc les rendements qui étaient donc de 5-6 quintaux avant, vers 1850 sont, et on a là les premières statistiques à partir de 1840. Donc c'est des données statistiques. Avant, on a essayé de comprendre par des données plus compliquées, c'est extrapolé. Mais à partir de 1840, on a des statistiques. Donc en 1850, les rendements sont de 10 quintaux. Donc ils ont presque doublé, mais on est toujours au 10e des rendements de cette putain d'agriculture intensive, tant décriée, parce qu'on oublie de dire qu'elle nous nourrit. Qu'elle nourrit 66 millions de Français. Et ce qu'on exporte des Égyptiens, des Algériens, et je ne sais pas quoi, des Pakistanais, et dans des tas de pays. Donc, première révolution agricole, et puis ensuite, après les années 1850, se font sentir les effets de ce qui n'est pas considéré comme une révolution agricole, mais qui est néanmoins un perfectionnement de ce système. C'est avec le développement de la sidérurgie, renseignez-vous, quand on fait de la fonte, cette fonte est cassante, entre autres parce qu'elle est trop riche en phosphore. Et donc, les sidérurgistes ont inventé un procédé qui consiste à déphosphorer la fonte pour en faire de l'acier beaucoup plus résilient. Et ils sont arrivés sur les marchés. J'ai bien connu ça encore dans ma jeunesse, avant que ça ne disparaisse complètement avec la sidérurgie lorraine et puis dans le nord de la France, sont arrivés donc ce qu'on a appelé des scories de déphosphoration, qui sont devenus le premier engrais phosphaté largement utilisé. Avant même que les transports par bateau, la colonisation et tout ça, permettent de rapatrier des phosphates naturels d'Afrique du Nord, qui sont encore la base de la fertilisation phosphatée de nos jours. Alors c'est un peu long tout ça, mais c'est pas inintéressant du tout qu'on réfléchisse sur ces rapports. Et donc dans les années qui suivent, les années 1850, on va dire deuxième moitié du 19e siècle, tout à coup, les rendements de céréales sont de l'ordre de 13 à 15 quintaux. Tout ça, bien évidemment, ça aussi, selon les années, je donne un peu les ajustements linéaires sur une certaine période. Et voilà donc ce que j'évoque là. Il existe des mécanismes naturels permettant au sol de reconstituer une certaine fertilité naturelle, mais ce n'est que cette fertilité naturelle-là. Ce n'est pas ça qui va me permettre de produire les choux-fleurs que je vous ai montrés, ou les brocolis que je vous ai montrés, ou les carottes que je vous ai montrées. Il y a un piège dans le raisonnement. Si vous raisonnez comme ça, vous vous foutez, mais jusque-là,
je vais tout de suite le vous donner, je reviendrai plus tard dans la conférence. Le truc, s'il y a un truc, il est très simple, c'est que le foin que je vais chercher, dans mon cas, dans une prairie naturelle entretenue comme site Natura 2000, et ben c'est ce foin capte cette fertilité naturelle. Les éléments nutritifs, NPK, magnésium, sélénium, phosphore, etc., etc., sont dans ce foin. Et donc, en l'amenant de cette prairie à qui j'ai volé cette fertilité naturelle faible, et en concentrant sur la petite surface de mon potager, la fertilité naturelle collectée sur une surface beaucoup plus grande, environ 5 fois plus grande, de façon tout à fait évidente, pas la peine d'être un énorme mathématicien, pas la peine d'avoir fait une classe préparatoire, pour comprendre que si je prends 5 fois 12 quintaux par hectare et que je concentre ça dans mon potager, 5 fois 12, 60, j'ai un rendement comparable à celui d'une agriculture intensive. Donc oui, c'est lié à des cycles qui me permettent d'entretenir et surtout de recycler les éléments contenus à la fois dans mes déchets ménagers, à la fois dans le foin qui concentre cette fertilité et l'amène chez moi, et qui continue de grignoter un peu les roches-mères par le bas. Tout ça ensemble me permet d'atteindre des rendements comparables aux 100 quintaux par hectare d'une céréaliculture. Allez, puisque j'étais long, je vais rallonger un peu. Vous serez sans doute surpris si je vous dis, enfin, quelques-uns connaissent, mais la majorité d'entre vous seront sans doute surpris quand je vais leur dire que les sols d'une forêt tropicale extrêmement exubérante, forêt équatoriale, forêt du Gabon, forêt de l'Amazone, etc., les sols qui sont en dessous sont d'une pauvreté mais consternante. Consternante. Beaucoup plus pauvre que ces champs agricoles moyenâgeux que j'évoque. Pour une raison très simple, qui est que il y a de l'eau, il y a de la lumière, il y a des températures favorables tout au long de l'année. Vérifiez sur les sites, les températures à Abidjan ou je ne sais pas où, aux Caraïbes, etc. Contrairement à ce que tout le monde pense, on pense qu'il fait très 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 chaud. Non, il fait chaud et surtout il fait très très humide. Je ne sais pas quelle est la température à Abidjan aujourd'hui, cliquez, ça doit être 30 degrés, 29 ou quelque chose comme ça, ou 27. Rien à voir avec nos 37 l'été quand ça cogne. Par contre, on transpire comme un âne parce que l'air est quasiment saturé. Et donc la croissance de la végétation tout au long de l'année est considérable et les déchets qui tombent sur le sol à partir de cette végétation absolument luxuriante se minéralisent extrêmement vite. Donc c'est un compostage de surface à la vitesse 36 et immédiatement tous les minéraux sont pompés et réutilisés par des plantes pour leur croissance exubérante. Et le sol, flagada, le sol est assez voisin de ce que je critiquais tout à l'heure, la culture de tomates sur un pack de laine de verre. En fait, ce sont des latérites, ce sont parfois, pas toujours, hein, mais ce sont parfois des latérites, c'est-à-dire des sols à base d'argile totalement, soudés par différents oxydes. L'aluminium joue un gros rôle, le fer, etc. Donc c'est truffé d'oxyde de fer, d'oxyde d'aluminium, c'est acide, c'est stérile, pratiquement stérile, mais au-dessus, une vie absolument dingo s'est développée. Donc ne vous faites pas avoir, les sols de forêt ne sont pas nécessairement riches, et même chez nous, pour d'autres raisons, notamment parce que l'agriculture a utilisé les meilleurs sols et a laissé en forêt les endroits peu fertiles,
ne vous faites pas avoir, n'allez pas chercher de la terre en forêt. Elle est en général beaucoup plus pauvre que celle que vous avez dans vos potagers. Ça fait encore partie de ces mythes. Enfin bref, j'ai été long, mais là j'allais insinuer vous faire penser quelque chose qui aurait été une énorme connerie et j'aurais vraiment pas été fier. Allez, on continue. Et voilà pourquoi, ce n'est pas pour une raison dogmatique que je disais tout à l'heure sans composter. Donc il est devenu évident au bout de cette réflexion que le compostage est tout simplement un monumental gaspillage d'énergie. J'ai de la biomasse, quelle que soit son origine, que j'appelle déchets verts parce que je ne réfléchis pas. Donc je mets le mot déchet. Ça emmerde le coin de haute cuisine. Donc c'est forcément un déchet. Si je vous dis que c'est une excellente bouffe pour les organismes du sol, et ce qui est vrai, vous comprenez tout de suite que la prendre et la mettre là au coin dans un engin que j'appelle le composteur, ou des organismes qui ne font rien pour votre sol, bien cloisonnés dans leur HLM là-bas, vont manger cette biomasse en ne faisant strictement rien d'autre que de dégager de la chaleur, vous comprenez bien que c'est un énorme gaspillage et un énorme contresens biologique. Donc je dis ici dans cette fac de sciences, composter quand on a la possibilité de mettre cette biomasse nutritive en surface de son potager, composter est une énorme connerie. Vous allez me dire pourquoi on a promu le compostage, etc., etc. Ben, c'est très simple, parce qu'on a raisonné déchets, et qu'à l'origine, les gens mettaient tout dans la même poubelle, et donc effectivement, c'était faire un petit pas en avant que de dire, mais ne mettez plus vos déchets verts dans la poubelle, mettez-les à part, on va les récupérer pour les mettre sur une plateforme de compostage. Au passage, évidemment, Veolia et les autres ne voulaient pas se faire débarrasser d'un marché juteux, vu que c'est les gens qui payent, donc autant continuer à traire. Mais du point de vue agronomique, du point de vue potager, quand on a la structure à côté, donc composter dans du bâti dense, où de toute façon on évacue des déchets verts par des camions, certains endroits, ça fait sens. Mais disons, d'une façon générale, et systématique, penser que c'est quelque chose de sioux, j'aimerais bien que, plus tard, ingénieur ou je ne sais pas ce que vous serez, vous n'ayez pas cette bêtise en tête. Que vous réfléchissiez, oui ou non, il y a moyen de traiter en surface, de nourrir beaucoup d'organismes vivants qui du coup vont créer de la fertilité. Je n'ai pas besoin du pétrole de telle pseudo-dictature, je n'ai pas besoin du gaz de telle dictature totale, etc. Puisque j'ai des déchets qui ne sont pas des déchets, qui sont des biomasses nutritives. Dans certaines situations, ce ne sera pas possible. Place de la Comédie à Montpellier, sans doute, ce sera difficile. Alors j'espère bien qu'à force de crier dans le vide, quelque part, un jour, une collectivité saisira la balle au bond. Mon idée étant que ce sera sans doute plus facile dans une petite bourgade, une petite ville, hors de grandeur 5000 habitants, on puisse imaginer un système dans lequel les déchets verts sont collectés proprement et servent à alimenter une ceinture maraîchère située immédiatement à proximité pour produire donc à partir de ce qu'on considérait encore il y a peu de temps comme un déchet, mais qu'on peut tout à fait considérer comme étant un engrais organique de très haute qualité, et qu'à partir donc de cet engrais organique de très haute qualité, des maraîchers puissent produire des légumes qui servent en retour à alimenter cette bourgade
en circuit court. Hein. Donc on bouclerait à la fois un circuit court pour le traitement direct, et le mot traitement ici est encore une connerie, une valorisation directe des sous-produits organiques de notre alimentation. Je rappelle souvent que les épluchures de carottes sont sans doute un meilleur nutriment que les carottes que nous mangeons. Bon, ben, nous les épluchons, enfin personnellement, nous on les épluche plus, mais beaucoup de gens les épluchent. Pour d'autres légumes, bon, les peaux des melons ou des courges, etc., ne sont pas particulièrement appétissantes, pas plus que les peaux des agrumes. Et donc, ces déchets-là, qui sont d'excellents engrais organiques, pourraient nous servir dans un circuit très court, c'est-à-dire au sort du périmètre immédiat de cette bourgade. On a les surfaces conséquentes, liées, enfin calculées en fonction de la quantité de ces produits disponibles et sur lesquels on produit des légumes qui alimentent en retour la ville. C'est un rêve que je transporte depuis 5-6 ans, que j'ai évoqué à différentes occasions avec des responsables politiques. Jusque-là, ça n'a jamais tilté, jamais matché, comme on dit. Peut-être que ça viendra peut-être un jour où moi-même j'aurais été un excellent biodéchet nutritif pour un système, quoiqu'on enterre les corps beaucoup trop profondément et il faudrait explorer d'autres voies de type humisation des corps, etc. Mais là, on est sur des complexités réglementaires tout à fait autres. Allez, on continue. Donc je continue. Ces matières organiques riches, équilibrées, apportées en surface vont en partie se minéraliser, c'est-à-dire se décomposer jusqu'au stade ultime des minéraux. C'est ce qui va faire la fertilisation de mon potager. Voilà pourquoi je peux me passer d'engrais, y compris d'engrais bio. C'est parce que j'apporte suffisamment de biomasse fraîche et suffisamment nutritive. On y va y venir dans un moment. La deuxième voie étant l'humification, c'est-à-dire la fabrication des substances humiques, ce qu'on appelle parfois l'humus, et qui a tout un ensemble de propriétés très intéressantes pour le sol. De longs calculs, de longues réflexions dans mon fauteuil, parce que c'était en hiver, au coin du feu, et beaucoup de calculs sur les teneurs en minéraux, teneurs en énergie, teneurs en fibres, etc., m'ont montré que le meilleur compromis, la meilleure biomasse facilement disponible, ça dépend des régions, facilement disponible chez moi, était le foin, et non pas la paille. Néanmoins, le potager du paresseux est un peu plus compliqué. J'ai aussi dans ce potager des fruits rouges, et pour les fruits rouges, fraisiers, framboisiers, cassissiers, etc., j'ai pensé que leur reconstituer un environnement, un milieu de vie qui s'apparente aux lisières de forêt dont ils sont issus, était plus intéressant. Et donc là, je travaille avec du BRF qui a un rapport C sur N un peu plus élevé, donc qui est un peu plus carboné, sans être autant carboné que la paille. En gros, le foin C sur N de 25, BRF C sur N de 50, paille C sur N de 80 à 100. Plus c'est élevé, plus il y a beaucoup de carbone et plus ça manque d'azote et plus on risque un certain nombre de déséquilibres. Je passe vite fait. Dans certaines circonstances, dans certains terroirs, on ne trouve évidemment pas de foin. Et donc, je voudrais juste qu'on soit clair, le foin n'est pas un dogme. Moi, j'utilise le foin parce que c'est très commode, parce qu'il y en a juste à côté, parce qu'un agriculteur m'en amène pour pas cher, parce qu'à deux, on arrive à dérouler facilement les rouleaux, etc. Ce qui est important, c'est ce qu'on a vu avant, le principe de biomasse nutritive, fraîche, équilibrée. Alors, on peut réaliser des succès d'année. Par exemple, la paille est trop pauvre en azote, les tontes de gazon trop riches, donc de façon évidente, en mélangeant les deux, on obtient quelque chose qui y ressemble. Les feuilles mortes sont trop pauvres, les tontes de gazon trop riches, mélanger les deux, ça fait quelque chose d'équivalent.
tout un ensemble de matières qui sont naturellement pauvres en azote peuvent être utilisées à condition de complémenter ou de corriger leur pauvreté en azote. Une façon agronomique subtile mais qui nécessite de la surface, c'est d'utiliser ces matériaux pauvres et d'y cultiver des légumineuses fourragères qui ont la capacité d'extraire l'azote de l'air pour enrichir la surface. Donc une année sur deux, on cultive cette combinaison-là. On n'aura pas de place pour faire des légumes, mais on enrichit le système qu'on a mis en place. Et l'année d'après, à cette place-là, je mets les légumes et je reconstitue cette fertilité que je fais rééquilibrer par les légumineuses. C'est un peu compliqué. Si ça vous intéresse, je reviendrai et on parlera plus longuement. En tout cas, toutes les matières organiques ont un intérêt. Simplement, il faut savoir qu'elles ont des fois un certain nombre de qualités ou de défauts qu'il faut savoir corriger. Sinon, évidemment, ça ne marche pas comme on voudrait. Alors ça fait un bout de temps que je vous parle de ce sol vivant et c'est le thème donc de ce salon. Sol vivant, on va le réduire un tout petit peu, le caricaturer aux trois acteurs principaux qui sont aussi ceux que j'ai développés dans mon premier livre parce que ce sont de loin ceux qui jouent les rôles essentiels. Ça ne veut pas dire que les autres ne jouent pas. Le premier, ce sont les vers, et je précise bien vers anéciques. Les vers anéciques, qu'est-ce que c'est? Ce sont un groupe de vers, ce n'est pas une famille botanique, hein. C'est une distinction fonctionnelle qui ont la capacité de creuser des galeries profondes verticales. C'est lié à une évolution qui est intervenue chez eux. Les vers n'ayant pas de dents ont un gésier, un peu comme les poules, et donc après leur bouche à l'avant, en général, dans les premiers anneaux, ils ont des gésiers, ce qui fait qu'à l'avant, ils sont très peu musclés. Alors quand on est en surface, dans un tas de compost, ça va très bien. On mange des brins de végétaux, on les suce, et puis on les broie dans le gésier, ça va dans l'intestin, on digère, enfin les bactéries de l'intestin les digèrent, on récupère le résultat de cette digestion. Mais quand il s'agit de descendre dans un sol compact, ça devient beaucoup plus difficile, et donc sont apparus une catégorie de vers qu'on appelle les anéciques, qui ont l'avant qui est extrêmement musclé. C'est des sortes de pistons qu'ils gonflent de leur lymphe et qui mettent sous pression. Avec ça, ils arrivent à éclater les mottes et à creuser des galeries. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mélangent la terre, ils remontent la terre, on verra tout à l'heure ce qu'on appelle les turicules. En gros, 1 cm dans un sol qui est bien pourvu en vers anéciques, 300 à 500 vers par mètre carré. Ils arrivent à remonter 1 cm de terre par an. Donc, ils luttent en partie contre le fait qu'un certain nombre d'éléments minéraux descendent. Dans ces turicules, les analyses montrent que les teneurs des principaux minéraux sont 5, 7, 10 fois plus élevées que le sol dans lequel vit le ver. Donc, il y a une concentration durant le passage dans leur tube digestif. Donc, ils vont chercher de la terre pauvre qui mélange avec leur nourriture, donc qui est chez moi le foin, enfin les brins suffisamment mous, qu'ils entraînent, mangent, digèrent et ils rejettent le turicule en surface. Et là, ils vous mettent un espèce de terreau, voire mieux que le terreau. Et là, je m'en veux d'avoir complètement zappé la question de la stabilité structurale de ces turicules. Quesaco, la stabilité structurale. Structure d'un sol, c'est le fait que travaillé par l'homme, ses motoculteurs, ses râteaux, ses binettes, etc., ou aggradé par les organismes vivants, ce sol s'organise en petits agrégats entre lesquels circulent l'eau et l'air. Donc un sol bien fait, on va dire, n'est pas juste une masse compacte telle que peut l'être un béton. Même si certains sols très retors, de type sol très riche en argile,
peuvent naturellement avoir du mal à se structurer. Et la stabilité structurale, c'est une notion qui se rajoute, c'est en gros, quelle est la force de résistance de ces agrégats face aux forces destructives que j'ai déjà décrites, que peuvent être notamment les pluies orageuses très très violentes. Et force est de constater que les turicules fabriqués par les vers de terre, collés grâce à des glues dont ils ont la spécialité, sont extrêmement résistants à l'impact des gouttes de pluie et donc ont une très grosse stabilité structurelle. Contrairement à ce que fait le pauvre jardinier avec son motoculteur, qui est très très fier du résultat obtenu juste après le passage, mais qu'il y ait une seule pluie orageuse et son truc est un désastre fini. C'est un béton, c'est une dalle bétonnée, c'est une terrasse, il peut y installer ce qu'il veut, parce que tout simplement ces agrégats traités par une brutalisation du sol et non pas construits grâce à des glues, à des cols naturels par le vivant, les agrégats du motoculteur, c'est du toc. Voilà, le mot qui me vient, c'est tout simplement du toc. Ça a l'air bien, c'est du Canada Dry, hein. Ça a l'air bien, mais on pisse dessus et ça s'effondre. Donc aucune stabilité. Tout ça, évidemment, à nuancer selon le type de sol, ce qu'on appelle la texture, c'est-à-dire la composition en argile, limon, sable, qui influence beaucoup la structure que va prendre un sol naturellement ou par l'action de l'homme. Mais donc là, j'aurais bien voulu initier ces étudiants à la notion de stabilité structurale. La stabilité structurale des sols agricoles matraqués s'effondre, d'où ces écoulements d'eau, d'où ces écoulements de boue, tous ces boues qui inondent les maisons, les commerces qu'on voit à longueur d'orage chaque été dans les reportages télé. Deuxième rôle de ces galeries, c'est bien sûr l'aération du sol. Ces galeries sont empruntées par l'air, puisque les vers descendent tous les jours, remontent et sortent la nuit, les anéciques. Et si on déploie toutes ces galeries qui font dans le sol, on se rend compte que c'est en gros 5 fois la surface qu'il y a à la surface du sol. Donc sous 1 mètre carré de sol, il y a, ordre de grandeur, 5 mètres carrés d'intérieur de galerie. Et donc ça agit comme une sorte de poumon du sol. C'est comme ça que l'air et l'oxygène indispensables à la vie aérobie rentrent dans un sol qui n'est pas travaillé. Donc vous pouvez smatcher les sceptiques qui vont vous dire « oui, mais si on ne travaille pas le sol, les racines ne rentrent pas, etc. » D'une part, demandez-leur comment ça se passe dans une prairie que personne ne laboure jamais, on roule dessus avec les tracteurs en fauche et malgré tout l'herbe elle pousse et la luzerne elle pousse, etc. Donc déjà, si de temps en temps ils réfléchissaient avant de parler, la contradiction leur sauterait aux yeux, et je ne parle pas d'une forêt. Ces galeries donc, jouent un rôle essentiel aussi pour l'infiltration de l'eau. Les inondations qu'on connaît actuellement avec les villages entiers qui sont recouverts de boue, les magasins 30 cm ou les maisons parfois 30 cm de boue, c'est quoi? C'est l'incapacité des sols trop travaillés, dont on a détruit consciencieusement, mécaniquement, continuellement les galeries, incapacité d'absorber les pluies, incapacité que cette eau s'infiltre, donc elle ruisselle, elle entraîne les limons et les argiles, les éléments les plus fins, comme par hasard ceux sur lesquels se trouvent les éléments fertilisants, le potassium,
le phosphore, etc. Tout ça finit dans les maisons et dans les magasins en bas. En haut, il nous reste des sables et des cailloux. Et il ne reste plus qu'à doubler les doses d'engrais. Donc c'est extrêmement important, cette action des vers. Je ne veux pas nier du tout, puisque j'ai écrit un bouquin sur le changement climatique, que je ne doute absolument pas du changement climatique. Je viens de vous dire que c'est bien pire que ce qu'on perçoit déjà. Néanmoins, une partie des inondations sont en plus la résultante de la destruction systématique des vers de terre, notamment dans les terroirs où les sols sont cultivés. Il y a des données du FIBL suisse, les Suisses savent compter, donc ils ont compté les vers de terre avant le travail du sol, 300 à 500, ils les ont comptés, les vers aniciques, après une dizaine ou une douzaine, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est un ordre de grandeur de ce style-là, ils ont compté les vers au même endroit, il en reste 10 après 10-12 ans de travail mécanique avec des outils rotatifs. C'est un massacre. On saucissonne des vers de terre. Notez qu'une partie des agriculteurs bio font partie de cela. Gros travailleurs du sol, quand ils ne sont pas d'inspiration maraîchage sur sol vivant. Les vers produisent des glus qui sont absolument essentiels à la construction des agrégats du sol, mais bon, j'ai un peu plus de temps. J'ai mis à la fin ici que vous ne faites pas l'erreur, en ma présence, d'appeler les vers anéciques des laboureurs des sols, comme je le vois dans les très mauvaises revues et dans les articles à LACO. Un ver de terre n'est pas un laboureur, puisque labourer, c'est détruire un sol. Un ver de terre anécique est un ingénieur du sol qui construit la structure et les galeries dans le sol. On pourrait dire c'est le Suisse du sol. Voilà quelques photos. Donc, je pris dans mon potager, donc voilà une motte de vers sans doute en train de préparer ou de se reproduire. Et vous voyez partout des galeries plus ou moins grandes dans lesquelles l'eau circule. Dans mon potager, il peut pleuvoir 50 mm en 1 heure. Il n'y aura pas d'eau qui coulera au bas de mon potager, elle rentrera dans le sol. Je suis bénéficiaire parce que du coup, c'est d'autant moins à arroser. Quand vous avez 50 mm qui tombent et que 30 mm inondent de la boulangerie en bas, vous n'avez que 20 mm dans votre sol. Si vous avez 50 mm qui tombent et qui rentrent dans votre sol, vous avez 50 mm dans votre sol. La différence, elle est considérable. Et voilà donc ces fameux turicules qui occupent la surface du sol, signature des vers anéciques et de cette terre qui remonte. Ces turicules, vous pouvez les prendre, vous les mettez dans un verre d'eau, vous verrez qu'ils sont collés au point que cette colle résiste à l'eau. Deuxième catégorie, les champignons. Alors quand je parle de champignons, je pense que vous avez tous des notions de biologie, et vous savez que le champignon qu'on voit, le carpophore, n'est donc que l'organe reproducteur qui forme les spores du champignon, et que quand on parle du corps d'un champignon, c'est un réseau de filaments, les ifs du champignon qui colonisent, en l'occurrence, puisqu'on parle d'un sol, qui colonisent le sol. Ordre de grandeur, un cube de sol de la taille d'un apéricube, 500 mètres à 5 km de filaments dans ce cube. Les scientifiques se battent, mais même si c'est que 500 mètres, ça me paraît déjà considérable. Donc pour vous dire qu'il y a là une exploration fine d'un sol à un niveau dont les plantes sont absolument incapables. Alors, on va les distinguer en deux parties, les saprophytes. Je pense là aussi que vous savez, sapro, matière organique morte. Donc, ce sont les champignons qui se nourrissent des matières organiques mortes, les décomposeurs, les recycleurs. Et la spécialité étant le recyclage des matières ligneuses, le bois, qu'ils savent faire, eux, alors qu'une autre catégorie de recycleurs dont on va parler, les bactéries, ne savent pas le faire. Et donc, l'importance des champignons est liée à la présence de fibres ligneuses et la capacité d'un sol à décomposer ces fibres ligneuses. Le travail en réseau est extrêmement important puisqu'il permet à la fois de prélever, de soutirer l'eau, les minéraux et de les faire circuler.
Donc dans ce réseau de champignons, l'eau va aller du point le plus sec du point le plus humide vers le point le plus sec. Les minéraux vont aller d'un endroit concentré vers un endroit moins concentré et ainsi être mieux répartis et mieux à la disposition des plantes. Il faudrait toute une séance pour vous parler de l'importance de la décomposition de ces fibres ligneuses par les champignons pour former les fameuses substances humiques, avec à la clé des mécanismes absolument fondamentaux de formation du complexe argilo-humique, d'augmentation de la capacité d'échange cationique, donc la capacité d'un sol à retenir les éléments minéraux, à l'exception des nitrates, et augmentation à travers ces substances humiques du sol de la réserve facilement utilisable d'eau qu'un sol peut retenir. Donc il y a là, au bout du travail de ces champignons, des conséquences agronomiques absolument considérables pour qui va les respecter. Voilà ici quelques photos prises dans mon potager de ces saprophytes. Voilà. Ça, c'est des brins de foin. Et vous voyez des réseaux qui se forment naturellement dès lors que j'arrête de travailler. Regardez ici une motte, et regardez ici toutes ces liaisons entre ce point et ce point à travers ces ifs de ces champignons. Les éléments vont circuler d'un côté à l'autre, y compris autour de cette plante qui va sans doute, si elle-même prélève de l'eau ou tel élément, eh ben, il y a des éléments qui vont arriver par ce réseau pour se rapprocher de la plante. Ça, c'est une photo donc tout à fait récente, il y a quelques jours. Fraisier, donc sous BRF, voilà le BRF. Des poireaux qui viennent spontanément, un semis de poireaux qui a levé, c'est tout simplement les fleurs de ce poireau qui est tombé ici. Et au milieu de tout ce bazar-là, des champignons saprophytes. Voilà une photo qui est réjouissante pour un jardinier comme moi, qui est des fois affolante pour un jardinier qui veut que ce soit propre et qui panique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Champignons mycorhiziens, il faudrait que, là encore, une séance là-dessus. Je pense que vous avez tous entendu parler de mycorhizes, donc qui ne sont pas des champignons, comme je le lis parfois par erreur. Les mycorhizes, c'est bien une symbiose, l'association d'une racine avec des champignons. C'est un organisme de troisième type qui n'est ni une racine ni un champignon. Absolument essentiel. J'en parlais tout à l'heure à propos de la conquête de la Terre. La base de l'échange étant que la plante qui fait facilement la photosynthèse va échanger ses sucres, donc l'énergie, contre des minéraux et de l'eau que ce réseau de filaments obtient avec une facilité d'une centaine, enfin c'est 100 fois plus facile pour les champignons que pour les racines des végétaux. Donc c'est une augmentation considérable par une sorte de sous-traitance d'un boulot difficile, et plutôt que de le faire elle-même, la plante va dire ben, écoute, je te file une partie de mes sucres et tu me fais le boulot. Dans l'industrie, on appellera ça une sous-traitance. Quand les gens, la SNCF ne veut plus balayer, elle utilise de Richebourg, j'ai vu ça dans le TGV, c'est marqué sur leur gilet, pour faire l'entretien, donc on sous-traite à moins cher. Ces champignons produisent des glues, donc comme les autres organismes, et surtout, ces champignons mycorhiziens sont connectés, c'est un réseau, et connectent entre eux différentes plantes qui, sans ça, seraient isolées. Donc, c'est des expériences chinoises qui ont montré, par exemple, que des tomates, vous les plantez ici, vous en plantez un deuxième pied, vous mettez un bac dans lequel vous avez stérilisé la terre et vous avez tout bloqué, vous faites un deuxième bac dans lequel vous avez laissé la terre telle qu'elle est avec des champignons mycorhiziens, vous infectez les pieds de gauche avec une maladie qui s'appelle l'alternariose et vous vous rendez compte que ici, où le sol est parfaitement stérile,
la plante, le deuxième pied de tomate ne réagit pas. Il ne capte rien. Il n'a toujours pas pigé que l'autre est attaqué par l'alternariose. Là où le sol est un sol naturel vivant, on se rend compte par des mesures d'enzymes que cette plante-là, bien que n'étant pas attaquée par l'alternariose, prépare sa défense contre l'alternariose parce qu'elle a eu des molécules, si ça vous intéresse, ce sont des polypeptides, PPI, qui circulent dans ce réseau. Et pour ce pied de tomate sain, la présence de ces PPI, c'est tout simplement comme si je vous envoyais un petit SMS en disant « Attention, on est en train de voler votre voiture ». Réseau d'information. Absolument essentiel, hein, donc très largement méconnu, même si c'est très à la mode ces dernières années. Il y a des articles qui paraissent tous les jours, par centaines, par milliers. Néanmoins, encore très sous-estimé dans ses conséquences agronomiques. À propos de ces champignons, je disais tout à l'heure, la grelinette n'est pas pour moi quelque chose de très astucieux. Voilà la raison. Vous êtes peut-être dit, mais qu'est-ce qu'il a contre la grelinette? Elle ne coupe pas les vers de terre, ce qui est vrai. Tourner, bon, c'est pas un travail de fou, mais enfin déchirer des réseaux de champignons, que ce soit les saprophytes ou que ce soit les champignons mycorhiziens, qui sont là pour aider la plante à mieux pousser, je ne trouve pas ça extrêmement pertinent, quoi. Donc je n'ai pas de grelinette. Dans le sol vivant, troisième acteur extrêmement important, donc après les vers anéciques, les champignons des deux types, ce sont les bactéries. En gros, les chimistes du sol, recycleurs des matières molles, recycleurs des matières jusqu'à la cellulose, mais après ils ne savent plus. Les lignines, ils ne savent pas faire. Et donc, ils participent. C'est notamment ce qui se passe quand vous tondez des gazons, quand vous avez des matières molles, humides, riches en azote. Vous versez votre bac, vous faites un petit tas, vous arrivez le lendemain, c'est déjà chaud. Cette vitesse considérable de multiplication, doublement toutes les 20 minutes à peu près dans un milieu qui leur convient, ça c'est la signature des bactéries. Donc recycleur extrêmement puissant, cycle de l'azote, donc la phase ultime de décomposition des protéines, à un moment donné, donc le radical amine qui se détache, qui devient un ion ammonium transformé en nitrite, transformé en nitrate, ça, il y a des chimistes qui savent le faire depuis 3 milliards d'années, ce sont les bactéries. C'est de la chimiotrophie d'ailleurs, c'est là-dedans qu'ils trouvent leur énergie. Donc un mot à connaître, chimiotrophie, quand il s'agit de bactéries, c'est les seuls qui ne sont pas véritablement autotrophes. Fixation symbiotique de l'azote, donc dans la famille qui s'appelle les fabacées, anciennement légumineuses, capacité de prendre l'azote de l'air, de l'intégrer en ammonium puis en nitrate pour que la plante en profite. Une famille de plantes qui a gardé la génétique permettant cette coopération avec les bactéries, avec ces bactéries-là, ce sont des familles particulières de bactéries, hein, Rhizobium, etc. Ces légumineuses ont gardé cette aptitude. Alors pour ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout de cette vidéo et qui s'arrêteraient dans peu de temps, je fais là une très grosse erreur, une très grosse confusion avec les champignons mycorhiziens. La phrase que j'utilise là sous-entendrait que toutes les plantes avaient une aptitude à coopérer avec ces bactéries fixatrices d'azote, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce sont quelques familles de plantes qui ont acquis la génétique leur permettant de coopérer avec différentes familles de bactéries fixatrices d'azote. Donc c'est non pas les légumineuses sont celles qui ont gardé cette aptitude, les légumineuses font partie des plantes qui ont créé ou inventé cette symbiose et cette façon de coopérer.
La première question qui me sera posée pointera cette erreur, et donc ceux qui vont jusqu'au bout verront que publiquement j'ai corrigé ce propos erroné. Il existe aussi des fixateurs libres, des bactéries qui traînent dans le sol, qui ne sont pas rattachées à des légumes et qui savent faire cette fixation. Minéralisation, on vient d'en parler, production de glu, notamment tout ce qui tourne autour des biofilms, extrêmement intéressant dans un sol. On connaît les biofilms en médecine parce qu'ils emmerdent les blocs opératoires, à foutre des biofilms partout, à garder de la toxicité, à faire des maladies nosocomiales. Et dans le sol, c'est plutôt une bonne chose. Donc toutes les particules du sol sont couvertes de biofilms, donc rétention d'eau, etc. Rhizosphère, je vais assez vite. Les plantes excrètent des substances sucrées par leurs racines. Donc elles gaspillent de l'énergie qu'elles ont acquise par leur photosynthèse via des sucres qu'elles injectent dans le sol pour élever autour de leurs racines une cohorte incroyable de bactéries dont le bénéfice, dont le rôle est positif, donc c'est un bénéfice pour la plante, notamment en termes de protection contre des maladies, notamment en termes de fabrication d'hormones végétales ou plus souvent de précurseurs d'hormones végétales, de produits qui vont favoriser la croissance. Donc on est en train de découvrir toute l'importance. Les bactéries sont connues depuis 1904, la rhizosphère est connue depuis 1904, Université de Munich. Le professeur Hiltner découvre ça et il est affolé parce qu'il était encore pasteurien, lui, à l'époque. À l'époque, tout ce qui, aujourd'hui encore, tout ce qui est bactéries est forcément négatif, quoi. C'est pour ça qu'on vend du canard WC qui tue 99,9% des bactéries, parce qu'évidemment, ces bactéries dans votre WC, elles vont vous sauter au cul et elles vont vous rendre malade. Enfin, c'est dramatique. Mettez des produits chimiques dans vos eaux et surtout consommez du Henkel. Le vendredi, manifestez contre Monsanto, mais le samedi, mettez du canard WC, quoi, parce que 99% des bactéries qui risquent de vous contaminer. On en est encore à cette phobie. Et donc, quand Hiltner a découvert ces bactéries, il était paniqué en disant « Mais toutes ces bactéries, ces plantes sont malades, etc. » 100 ans plus tard, on a compris qu'en fait, 99% de ces bactéries, parce qu'il y a bien quelques maladies, je ne veux pas du tout les nier, mais 99% de ces bactéries jouent un rôle utile contre 1% qui est nuisible. Et donc on tue tout au nom de ces 1%. Voilà ici donc des rhizobiums, donc des nodosités sur les racines d'une légumineuse photographiée dans mon potager. Je résume. La formule est simple. Le potager du paresseux, c'est un moteur. Les organismes du vivant, bactéries, champignons, vers de terre, et j'ai été très injuste avec d'autres, colamboles, cloportes, etc., etc. Un sol rouille, à condition que vous y mettez le carburant, l'énergie solaire, contenue dans la biomasse que vous apportez fraîche en surface de votre sol. Je dirais c'est presque aussi simple que ça. Plus besoin de motoculteur avec de l'essence et un moteur qui fait du bruit et qui empeste le voisinage parce qu'évidemment les jardiniers sont des fanatiques, ils cultivent le samedi matin dès 7h30 quand vous avez envie de faire une grasse matinée après une semaine pénible. Mais oui, le papy, lui, il a roupillé toute la semaine et le samedi, maintenant, il a fait le plein de son motoculteur et c'est parti. Et vas-y, que je détruis des vers de terre, et puis comme je ne les ai pas tous détruits, je repasse dans l'autre sens, et puis je repasse dans l'autre sens et je massacre tous mes vers de terre. Et je mets bien de l'essence avec un peu d'huile et je fais un beau nuage bleu qui entoure mon jardin. Et qu'est-ce que je suis heureux, mon jardin est propre, tu as vu comme mon sol est meuble, prochaine pluie c'est du béton, mais ça il ne le voit pas. Ça fait 30 ans qu'il fait, il ne changera pas trop tard. Donc, un moteur, un carburant écologique et un pilote.
c'est là que je diverge de certaines approches que j'appelle un tout petit peu naïves, équilibre naturel, etc. Il n'y a qu'à laisser faire la nature. Si tu as des limaces, mais si tu as des limaces, c'est que ce n'est pas un équilibre naturel. Mais évidemment que ce n'est pas un équilibre naturel, puisque c'est un potager. Mais l'autre, il a 130 000 clics. Je ne suis pas jaloux, hein. Je dis juste que c'est dommage qu'il y ait 130 000 personnes qui se fassent entuber comme ça. Donc un pilote, oui, un chef d'orchestre, un cap, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un moteur, il ne suffit pas d'avoir un carburant. Il faut encore savoir où on va et lire la bonne boussole. Allez, on n'a pas fini, même s'il est 8 heures. On a presque fini. Donc un beau jour, je me suis rendu compte qu'à part d'être fatigant, le travail du sol est surtout nuisible. Et là, on peut dire que la paresse progressée, ce jour-là, a vraiment progressé. On pourrait parler d'un économiste, mais je n'ai plus le temps. Le potager tel que je vous l'ai décrit, c'est une intensification par rapport à l'unité de travail. Vous ne pourrez pas produire plus de légumes en travaillant moins. Je ne pense pas. Enfin si, chasseur-cueilleur. Vous ramassez que ce qui vous tombe sous la main. Par contre, je me dois d'être honnête, si on intègre la surface utilisée pour produire le foin, c'est une extensification par unité de surface. Dans mon potager, les rendements sont comparables à ceux du papy avec son motoculteur, avec ses engrais, etc. Là, il n'y a aucune discussion. Sauf que moi, quand j'ai 100 mètres carrés, il y a derrière 300 mètres carrés où on a produit le foin, donc les éléments nutritifs que j'importe. Et donc, c'est logique, puisque c'est le vivant qui produit lui-même sa fertilité. Dans l'un des systèmes, la fertilité est importée par les engrais, etc. Là, le vivant doit le produire. Donc, ce travail fait pour produire cette fertilité, elle coûte de l'énergie solaire, donc elle coûte de la surface. Donc, si on n'a pas les intrants, c'est le soleil qui prend le relais et on a donc nécessairement une extensification. Si on avait du temps, on pourrait avoir une discussion très intéressante sur le mouvement autonomiste dans les jardins qui me fait rire. Si vous avez un ami convaincu qu'il peut vivre avec 300 mètres carrés de potager, enfermez-le dans son potager, arrêtez de lui donner du blé, de la quinoa, du riz, des pâtes, des spaghettis et je ne sais pas quoi, du pain, et discuter avec lui au bout de 6 mois. Il n'y aura pas de discussion, il sera mort. Bon, cette partie-là, je l'avais mise pour essayer d'entamer une discussion. Bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ces propos un peu provocateurs. Que ce soit sur l'intensification par rapport à l'unité de travail ou que ce soit l'extensification par rapport à l'unité de surface. Je regrette que ces problématiques-là soient totalement occultées dans les débats et à partir de là, eh ben, on peut rêver, planer, on peut faire tout ce qu'on veut et on peut envoyer des gens au casse-pipe. Alors quand même, réfléchissons 2 minutes. Le rendement par rapport à l'unité de travail, je dis que le rendement par unité de travail du potager du paresseux est difficile à battre. Alors on peut, cueilleur-chasseur, etc. Donc ne rien faire du tout et sur de larges espaces, ramasser les fruits, chasser, pêcher quelques truites, etc. Donc on peut faire un peu plus intense par l'unité de travail que ce que j'obtiens au potager du paresseux. Mais pour obtenir des légumes dans des quantités et dans des dimensions qui soient comparables à du maraîchage conventionnel ou à un potager bien entretenu, je ne crois pas qu'on puisse, en termes d'intensité du travail, faire beaucoup mieux. L'intensité du travail, c'est quoi? C'est la quantité
de légumes obtenus. Alors soit on calcule ça en poids, tant étant 2 kilos, mais si vous mettez des courges, vous avez tout de suite des quantités phénoménales, 250 kilos de courges, c'est rien, c'est 8 courges. J'exagère un peu, mais voilà. Donc les légumes, c'est pas tant le poids qui compte, ce serait le cas pour des céréales, par exemple. Le blé, 100 kilos de blé, on sait combien c'est d'énergie et pendant combien de temps ça peut nourrir un homme. Les légumes, c'est beaucoup trop disparate. Les uns sont énergétiques, la pomme de terre, des rutabagas, la courge que je viens d'évoquer est relativement énergétique. D'autres, c'est en gros de la flotte, pas seulement des minéraux, des vitamines, des choses du goût, du plaisir, des tas de choses absolument essentielles à l'homme, mais qui ne le nourrissent pas tant que ça. Donc, le poids n'est pas un bon indicateur et je rigole quand je vois mes 250 kilos de légumes, je suis autonome. 250 kilos de tomates, vous allez pisser et puis c'est à peu près tout ce qui restera. Non, alors, comment dire, façon plus sérieuse d'évaluer ça, c'est la valeur de ce qui est produit. Donc combien est-ce que je produis d'euros de légumes sur la base de la valeur marchande courante par heure de travail. Voilà donc quel est le critère que je mets ici en avant. Après que je donne ces légumes, que je les laisse pourrir, etc., ça n'a aucune importance. La productivité, c'est la valeur de la somme des légumes que je produis chaque fois que je travaille 1 heure ou que je travaille 1 journée, etc. Et là, cet aspect est extrêmement important, très peu évoqué. Dans un système commercial, c'est même la clé. Si votre intensité du travail est moindre, si le rendement que vous obtenez par heure de travail est significativement moindre que vos concurrents, ben vous allez soit vous épuiser, vous allez travailler 48 heures tous les jours pour produire autant que celui qui a une méthode beaucoup plus efficace. Donc vous allez vite être claqué. Soit vous obtenez un revenu très faible, vous travaillez 16 heures par jour et vous gagnez 2,50 €, puisque vous produisez peu par unité de travail. Soit vous êtes peut-être chanceux, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de projets pionniers qui, à grands coups de bon marketing, de gros coups de baratin, arrivent à occuper ce qui s'appelle une niche commerciale. Ils sont excellents, mes rutabagas produits sans aucun pesticide. Vous faites ça pas trop loin de Paris. Vous connaissez un copain qui travaille sur une chaîne de télévision ou dans un grand média bien en vision des bobos écolos, et vous pouvez vendre du rutabaga 12,99 € le kilo. Et là, effectivement, avec une médiocre productivité, vous pouvez obtenir un revenu intéressant. Le maraîcher qui produit des légumes vendus par tel et tel restaurant chic qui peut lui payer 15 € par kilo, il s'en fout. Une petite assiette avec une petite carotte tordue dessus et un petit coup de design, elle se vend 200 €. Alors évidemment, on est dans un autre monde. Il ne s'agit pas de nourrir, il s'agit de faire de l'art. Et donc là, sauf ceux qui sont sur de telles niches, ben les autres, ils ont un problème. Ils ont un sérieux problème avec ce prix final très très élevé. La grande majorité des Français, et pas seulement ceux qui sont dans la rue, ou qui font la queue aux stations-service, ne peuvent pas tout simplement payer une botte de carottes 7 €, point barre. Et donc ce sont des modèles mort-nés. Alors de temps en temps, faites très attention à une petite astuce rarement évoquée, il faut regarder dans les détails des vidéos, etc. Et vous verrez tout à coup qu'apparaissent des stagiaires
Donc quand j'ai une productivité du travail ridiculement faible, je prends 3 stagiaires, nous voilà 4. Donc avec une productivité du travail moitié moindre d'un concurrent, j'arrive quand même à produire à un prix intéressant, voire supérieur, voire inférieur à un concurrent qui ne prendrait pas de stagiaire. Et le nec plus ultra, et ça c'est un truc dans lequel un certain nombre de projets permacoles se sont engouffrés, c'est de convertir cette main-d'œuvre gratuite en main-d'œuvre payante. Donc je fais des stages de formation payants, je fais payer quelqu'un qui me fait mon boulot, au motif de lui apprendre, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ce n'est pas un mensonge. On lui apprend, et une des bonnes façons d'apprendre quelque chose, c'est de le faire avec quelqu'un qui sait. Aucune discussion possible. Mais dans le modèle économique, il faut bien voir ce que ça signifie. Ça veut dire que mes légumes, avec une productivité absolument ridicule, je peux les vendre à un prix raisonnable parce qu'on est nombreux à faire du boulot et qu'une partie de ces gens me payent pour pouvoir faire du boulot. Dans une vidéo un peu sévère, mais pas entièrement fausse, je parlais de l'esclavage moderne. Donc voilà pour la productivité du travail que j'évoquais, et j'aurais bien aimé avoir une discussion avec ces gens dans l'amphi, dont certains peut-être un jour seront des porteurs de projets. Les bons sentiments ne suffisent pas. Une analyse économique rigoureuse est nécessaire, sinon ça fait quoi? Ça fait le coup de l'avion qui décolle, qui décroche et qui se crache. Regardez le nombre de projets partis billes en tête, éventuellement avec des subventions, et dont 5 ou 10 ans après, vous ne trouvez plus une trace. Problème, découragement, fatigue, peu importe, quand ce sont des projets collectifs, souvent tension entre les membres. Quand tout va très bien au début, tout le monde est dans la joie et de la bonne humeur. C'est quand les tensions, les difficultés apparaissent que les tensions émergent. Dans le système familial, donc votre potager à vous, si vous avez une activité autre que le maraîchage, cette notion de productivité du travail va directement impacter votre qualité de vie. Si, à peine terminé votre semaine, le jeudi soir, on va dire que vous avez la chance d'avoir un employeur qui vous fait les 35 heures ou les 38 heures en 4 jours, le vendredi, vous êtes en retard dans votre potager, le samedi, il faut tout bêcher, le dimanche, il faut construire des buts et que vous n'avez même pas le temps de planter à temps, eh bien, votre potager devient très vite une corvée. Le temps libre qui peut être intéressant, à observer des légumes qui poussent, l'éducation des enfants, on peut se trouver dans sa tête 36 critères et manger ses propres légumes qui sont délicieux. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais enfin, quand on n'a plus le temps de lire un bouquin, quand on n'a plus le temps d'inviter des amis et de passer un samedi tranquille avec eux, quoi. On boit une bière à midi et à 16h30, on n'a toujours pas fini de manger. Et puis on va vite faire une petite balade, et puis le soir, on se fait les restes et tout ça. Donc quand on n'a pas cette qualité de vie sociale, le potager devient une corvée, ou devient une contrainte, ou devient quelque chose qui réduit votre champ de réflexion. Je suis là en mode, bien sûr, potager personnel. Et derrière la notion de rendement à l'unité de surface, qui est celle, le raisonnement de base des agronomes. Les agronomes parlent de rendement à l'unité de surface, 100 quintaux de blé. Voilà, un truc emblématique. Tu fais 100 quintaux de blé, tu es bon, tu ne les fais pas, tu es un mauvais agriculteur si tu es céraliculture. Donc ça, c'est des rendements à l'unité de surface. Et il faut reconnaître que l'agriculture intensive, elle a des tonnes de défauts, mais elle a cette phénoménale capacité à produire des rendements par unité de surface extrêmement
important, ce qui a permis quoi? Ben, ce qui a permis de dégager une bonne partie de la population rurale en une génération pour en faire d'une part des consommateurs, mais d'un autre côté, la main-d'œuvre de tous les autres secteurs, les industries qu'on a connues d'abord chez nous, sidérurgie, Renault, Peugeot, Simca, pour ceux qui se souviennent, etc. Et bien sûr, ensuite, l'électronique. On a oublié que Thomson, Alcatel, etc. étaient des grosses marques françaises. On a oublié que le micro-ordinateur a été inventé en France, etc. Donc, ça a permis de dégager de la main-d'œuvre du secteur productif de nourriture vers des secteurs autres. Les maraîchers de Paris que j'ai déjà évoqués fonctionnaient avec, on va dire, le maraîcher et sa famille, et 4-6 valets sur 2 hectares, 3 hectares. Je crois que la moyenne de la surface des exploitations vers 1850 était de 3-4 hectares et occupait 6, 7, 8 personnes. Et ce modèle, alors ça permettait d'avoir des châssis, d'avoir des cloches sur chacun des melons, de mettre une cloche en verre sur chaque scarole à l'automne, etc. Les châssis, il fallait les ouvrir dès qu'ils chauffaient, il fallait les refermer, et une fois par jour, il fallait arroser. Samedi, dimanche, jour férié compris, 14 juillet, etc. Donc ces gens-là n'étaient pas des salariés, ces gens-là étaient ce qu'on appelait des valets de ferme. Ce système a volé en éclats, bien sûr, parce que rendement trop faible, et progressivement a été remplacé par le machinisme et les intrants. Alors, unité de rendement à l'unité de surface, donc d'un côté, c'est un peu ce que j'ai évoqué là par provocation, c'est la question avec combien de mètres carrés est-ce que j'arrive à me nourrir, c'est-à-dire à produire tous les nutriments, y compris l'énergie dont une famille a besoin. Alors si j'avance ce chiffre-là de 200-300 mètres carrés en ricanant, c'est tout simplement que j'ai fait des calculs et que le rendement de la photosynthèse est tel que si vous ne mangez que du blé, pour avoir suffisamment juste de kilocalories, c'est juste un élément dans ce que nous apporte l'aliment. Je ne parle pas là d'équilibre en minéraux, je ne parle pas là de vitamines, je ne parle pas de protéines. Il vous faut une famille de 2 personnes consomme la production bio, donc celle que j'ai évoquée tout à l'heure, à raison de 30-35 quintaux par hectare, d'une dizaine d'arts. Un art, c'est 100 mètres carrés, donc de 1000 mètres carrés. Si vous ne mangez que ça, mais évidemment, vous serez mort avant la fin de l'année. Carencé, scorbut, tout ce que vous voulez, kwashiorkor, ce sera dramatique. Dès que vous passez sur des protéagineux, ces surfaces sont multipliées par 3, 4, 5. Regardez le rendement de la lentille. Vous ne le connaissez peut-être pas. 2 tonnes hectares. Donc on était sur des blés bio à 35 tonnes hectares. Pour transformer ces sucres simples, glucose, amidon, en protéines de haute valeur biologique, l'usine qu'est la cellule de ces légumineuses a besoin de quantités incroyablement plus importantes d'énergie. Donc il n'y a pas que la poule, ou il n'y a pas que le cochon qui, pour produire des protéines, va manger 7 à 15 kilos de blé pour produire 1 kilo de viande. Les lentilles ne font pas beaucoup mieux. Peut-être même un peu moins bien, avec d'autres avantages, bien sûr. Donc voilà la question qu'il y a derrière le rendement à l'unité de surface. Et voilà pourquoi je trouve dommage d'esquiver le débat autour de ce rendement. Oui, un système naturel,
un système basé sur les mécanismes naturels, exploitant la fertilité naturelle d'un sol grâce à l'énergie solaire. J'espère que vous commencez à intégrer ce type de raisonnement. Un tel système bouffe de l'espace parce que le foin que je rentre et qui me permet d'enrichir la terre de mon potager, qui sinon resterait une terre qui produit l'équivalent de 6-7 quintaux de blé, on l'a vu, il n'y a pas de miracle. L'activité biologique en elle-même ne crée pas des minéraux. Elle les mobilise. Alors pour certains, on pourrait chipoter, c'est pour ça qu'il faudrait un débat rien que sur ça. Le phosphore existe dans des quantités pas toujours disponibles dans le sol, mais que des champignons arrivent à mobiliser, etc. Donc il faudrait beaucoup nuancer entre chacun de ces éléments. Mais en gros, j'aurais l'équivalent de ce que j'appelais plus avant la fertilité naturelle équivalente, on va mettre des légumineuses dans le coup, et donc équivalente à 10 quintaux de blé par hectare. Si j'ai une fertilité équivalente à 60-70 quintaux de blé, c'est tout simplement que je rafle à travers le foin des nutriments dans une zone située en dehors de mon potager. Et donc, si je suis honnête avec vous, je reconnais que mon potager de, on va dire, pour la partie légumes qui est traitée en foin, 500-600 mètres carrés, et ben, il mobilise, alors j'ai utilisé tantôt 5 dans un passage, fois la surface, là je viens de dire 3, donc voilà, ça dépend de la fertilité de la prairie. La prairie sèche où je vais chercher mon foin produit très peu, et donc là c'est au moins 5, si ce n'est 6 fois la surface de mon potager. Et les agriculteurs ont bien sûr des prairies beaucoup plus fertiles, et là peut-être qu'un multiplicateur de 3 peut suffire. Ce débat permettrait aussi d'alimenter une question extrêmement importante, un terroir donné en fonction de ses caractéristiques géologiques, pédologiques, climatiques, etc. Combien peut-il nourrir d'hommes sans être destructif pour l'environnement? C'est directement lié à la productivité d'un système par unité de surface. Voilà donc un tout petit peu ce qui se cachait derrière cette unique diapo. Comme le questionnement, enfin les questions qui m'ont été posées à la fin ne sont pas revenues là-dessus, je voulais quand même préciser un tout petit peu, là ça a l'air vraiment, je m'en foutisme d'une galéjade, je balance une provocation, il n'y a rien derrière, juste une grande gueule qui n'a pas d'argument, bien entendu. J'étais prêt pour un débat extrêmement intéressant, extrêmement vite, dans lequel je ne prétends pas avoir 100% raison, je prétends avoir des biscottes pour une réflexion souvent escamotée, souvent passée sous silence avec cette putain de mode des autonomistes, je me nourris avec 200 mètres carrés, c'est un mensonge, je le redis, c'est un très grand mensonge, c'est un très grave mensonge, et c'est une régression mentale, je m'emporte là, une régression mentale dans le sens où une famille ne peut pas se contenter de se nourrir, c'est d'un égoïsme extrêmement exclusif. Qui nourrit les instituts? Qui nourrit le médecin qui vient soigner? Qui nourrit des tas de services qui, pendant qu'ils font leur boulot, même les Amish, je connais les Amish, ils ont des pasteurs qui se consacrent à lire la Bible et à préparer le sermon du dimanche, etc. Il faut bien les nourrir. Donc on ne peut pas, sauf à devenir d'un égoïsme torride, totalement replié sur sa bulle, on ne peut pas se contenter de se nourrir soi. Et déjà dans les vieux systèmes, je parle là des vieux systèmes ruraux, agraires, il y avait toujours une part pour le pauvre. Tous les villages.
chrétiens. Chez les musulmans, il y a la zakat, le 10e. Donc chaque musulman qui veut entrer au paradis doit consacrer un 10e de ses revenus pour les pauvres. Donc voilà, on ne peut pas, dans un système social tel que doit l'être toute société humaine, se contenter de se nourrir soi et sa petite famille. C'est juste être égoïste, c'est juste n'avoir aucune vision, et c'est juste, soyons francs, compter sur le RSA et la couverture maladie universelle, autrement dit, les autres se cotisent, payent, etc. Le jour où je suis malade, je vais me faire soigner gratos. C'est un modèle que je récuse. C'est un modèle qui n'a aucun sens. C'est un modèle d'une pauvreté intellectuelle affligeante. Mais voilà, il est en vogue sur YouTube. Vous êtes 6000 à avoir regardé ma première vidéo. J'espère que vous serez 6000. Donc, au moins un Français sur 1000 réfléchira avant de répéter ou d'idolâtrer ce genre de, allez, soyons gentils, d'errance des esprits. Allez, on continue. Bon, allez, dimanche soir, la nuit est tombée, je commence à être sérieusement fatigué et surtout j'ai une grosse faim. Donc je crois que je vais en fait introduire une deuxième coupure ici et terminer dans cette deuxième partie et puis réserver le reste sur laquelle il faudra que je fasse pas mal de commentaires parce que je reprends un peu tout ce questionnement autour de est-ce que dans un système naturel on n'a pas de problème de parasitisme, donc ce que j'appelle d'habitude, est-ce que le potager du paresseux est miraculeux, et vous connaissez sans doute la galéjade, hein, les miracles c'est à Lourdes, sous-entendu bien évidemment que ce n'est pas aussi simple, et ce n'est pas aussi simple que certains prédicateurs, youtubeurs, enchanteurs veulent le faire croire. Et par conséquent, j'avais déjà remanié pour cette conférence de façon tout à fait significative la fin de ma présentation, mais vous le voyez là, je commence déjà à galoper un peu sous la pression du temps. Il était déjà 8 heures, je devais terminer à 8 heures, on voulait qu'il y ait des échanges questions-réponses, et un certain nombre de personnes achetaient le livre pour que les livres pour que je les dédicace. Donc, elle ne me satisfait pas. Hein. Donc, je vais faire, comme vous l'avez vu là, c'est-à-dire mon propre spectateur. Et quand je raconte des conneries, je veux dire que c'est des conneries et je veux dire que je suis moi-même un gros con en me regardant de l'extérieur. Donc, je vais encore retravailler cette troisième partie qui sera en ligne un jour, quoi, hein. Donc voilà, je vais lancer l'édition de ça, et je pense que déjà il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi alimenter la réflexion, et il y a de quoi satisfaire tous ceux qui, dans leurs commentaires, me disaient que vite, 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 la suite, quoi. Ben voilà, vite, 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 la suite. Mais c'est pas la fin. J'avais pas dit que c'était la fin. Enfin, au début, je l'ai sous-entendu, mais parce que je savais pas que ça tournerait comme ça, cette affaire. Allez, ciao et à une prochaine.